qui est rapporteur pour le patrimoine au sein de la commission culture. Voilà. Alors, on prie de nous excuser pour le petit retard. Donc, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, donc aujourd'hui, c'est la dernière audition de la journée, des 2 jours. Mais ça a été, comme je dis, des auditions tout à fait passionnantes. Le sujet est l'étang, bien sûr. Donc, notre mission concerne l'activité, le périmètre d'action des architectes des bâtiments de France. Et donc, nous vous recevons, madame, vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, madame Marjane Essamfar. C'est ça? J'ai bien prononcé? Et je vous salue celui qui vous a accompagné. Je ne sais pas, vous pouvez vous présenter? Parfait, merci. Donc, c'est un groupe politique du Sénat, qui est le groupe Indépendant République et Territoire, qui a décidé de faire cette mission et qui a désigné comme rapporteur mon collègue Pierre-Jean Verzelen. Donc, chargé de mission de service public et placé sous la tutelle du ministre de la Culture, l'Ordre des architectes a pour objectif de préserver et de promouvoir la qualité architecturale. Il encadre la profession et veille au respect des bonnes pratiques. Il joue également un rôle de conciliateur en cas de litige entre l'architecte et le maître d'ouvrage. Donc, je vous remercie d'avoir pu vous rendre disponible. On continue un travail de fond, comme on sait le faire au Sénat. Et donc, c'était important, bien sûr, que vous puissiez participer à cette audition pour comprendre aussi, avoir une meilleure compréhension des relations que vous entretenez avec l'ABF, que ce soit dans le cadre des missions de conservation, de conseil ou de contrôle qu'il leur incombe aux ABF. Certains élus déplorent parfois un manque de dialogue, un manque de conseil ou des avis qu'ils jugent arbitraires dans le cadre des missions de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre retour d'expérience? Les premières auditions que nous avons menées ont déjà mis en exergue les constats suivants. Inachèvement de la rationalisation du périmètre d'intervention des ABF. Je fais référence au PDA et SPR, aux inégalités territoriales, au manque de guides méthodologiques et parfois une complexité administrative qui peuvent gêner les élus dans ce qu'ils souhaitent faire. Il y a un dialogue aussi entre les ABF et les élus qui n'existe pas tout le temps, que ce soit dans le cadre d'une mission de contrôle avec des avis parfois qui ne sont pas compris ou des missions de conseil et de conservation. Et il est apparu aussi un manque de moyens évident pour les ABF et pour qu'ils puissent exercer leur mission, de moyens humains. On constate aussi un grand nombre de vacances, ça nous a été dit hier, et un manque d'attractivité du métier, donc peut-être des moyens financiers également. Et puis enfin, ça c'est la spécialité de Sabine, un grand défi à relever de la conciliation entre transition écologique et protection du patrimoine. En résumé, je vous remercie d'avoir accepté d'apporter votre témoignage. Je vous propose sans plus tarder de commencer. Vous pouvez avoir une 10 ou 15 minutes pour faire un propos liminaire, puis le rapporteur vous posera des questions et je ne doute pas que ma collègue également en posera. Je vous laisse la parole. Très bien, je vous remercie, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour cette invitation de donner la parole aux architectes pour parler de nos confrères, parce qu'on est issus de la même formation. Voilà, donc il y a un tronc commun qui nous lie et ce sont des alliés, finalement, des architectes sur le territoire. C'est souvent pas perçu de cette manière-là, parce que il y a des chicailleries des fois qui finalement apparaissent plus que l'accord qu'il y a entre nous. Mais avant de rentrer plus dans le détail de nos relations, je voulais vous présenter l'Ordre des architectes très sommairement, mais voilà. L'Ordre des architectes, c'est une délégation de service public donc du ministère de la Culture pour la tenue du tableau des architectes. Nous sommes 30 000 architectes à peu près sur tout le territoire, donc c'est un maillage assez important, très proche du territoire, et dont 25 000 entreprises d'architecture. Il y a 17 conseils régionaux et un conseil national. Moi, je suis vice-présidente du conseil national, effectivement, nous sommes élus par les élus régionaux. Et nous avons comme fonction de veiller à ce que les architectes soient bien formés,
qu'ils soient bien assurés et qu'ils respectent leur déontologie, parce que les architectes c'est une profession assermentée sur un code de déontologie assez poussé, où tout ce qui est lien économique ou autre avec un maître d'ouvrage est interdit, ou s'il y en a, il faut qu'on informe notre maître d'ouvrage, ce qui est assez méconnu du public en général et des élus en particulier. Donc ça, c'est la fonction de l'ordre, et tout ça, c'est pour garantir la qualité du travail fourni par les architectes pour le client. Le client étant soit une collectivité pour le public ou bien les clients privés. D'où cette surveillance et cette veille sur le travail qui est fait. Donc ce qui est, l'ordre des architectes est très différent d'un syndicat à ce titre-là. Le syndicat qui représente la profession et les intérêts de la profession. Nous défendons l'intérêt général de l'architecture. Voilà. Et nous sommes tous des professionnels élus. La nouvelle génération d'élus à l'ordre, nous sommes arrivés avec un esprit d'ouverture afin de valoriser, en plus de la mission de maîtrise d'œuvre qui est bien connue pour la profession d'architecte, également la valeur et la qualité du travail des architectes en tant que maître d'ouvrage, ABF, cinéaste, écrivain, à tous les niveaux. Le fait qu'on ait un tronc commun de formation et qu'on partage les mêmes valeurs méritait à ce qu'on ouvre un peu plus notre ordre à toute la profession et qu'on valorise ce travail. Et ça, c'est aussi pour faire un dialogue plus nourri et plus enrichissant avec notamment nos confrères et consoeurs ABF. J'avais demandé à ce qu'on rajoute un deuxième titre que je porte. Je suis architecte conseil de l'État auprès de la DRAC Hauts-de-France. Et en fait, cette fonction d'architecte conseil de l'État, vous en avez un peu entendu parler au cours des auditions, mais pas assez, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais c'est une fonction qui peut beaucoup résoudre les interrogations, je pense, que vous avez au sein de cette mission d'information. Les architectes conseils de l'État, c'est un corps qui est recruté sur dossier et sur audition interministériel par le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Culture. Pour après, nous sommes à peu près 160 sur le territoire et il faut avoir exercé au moins 15 ans, être praticien pendant 15 ans, et ils nous recrutent en tant qu'experts pour faire plusieurs choses. On intervient dans les DDT et dans les DREAL pour travailler sur les PLU, les PLUI, tout ce qui est Petite Ville de demain, enfin toutes les actions de l'État. On apporte notre expertise de praticien dessus, mais aussi au sein des DRAC, et uniquement les DRAC côté culture et pas en département, et ça c'est quelque chose dont on va parler. Au sein des DRAC, nous sommes aussi des renforts pour les ABF pour venir donner notre avis sur une situation compliquée, pour l'appréciation effectivement dans le cadre d'un dossier compliqué. Voilà, l'ANABF vous en a un peu parlé hier. Madame l'ABF de Lyon en a un peu parlé, et pour aider à mieux apprécier un dossier complexe, mais aussi nous avons un travail de médiation entre les collectivités, les opérateurs privés et les ABF avant qu'une plainte arrive au CRPA, aux commissions régionales d'architecture et de patrimoine, qui sont les lieux où on reçoit effectivement les plaintes contre les ABF quand il y a des désaccords. Donc ce travail de médiation, c'est un travail très important, et malheureusement le nombre des ACE qui interviennent aujourd'hui n'est pas suffisant. Nous sommes 2 par DRAC dans le meilleur des cas et 2 en centrale. Et je pense que dans le cadre des renforcements et des recrutements qu'il faudra envisager par la suite, dont on va parler, il faudra aussi peaufiner ce corps et embaucher plus
d'architectes praticiens qui gardent leur fonction, gardent leur agence, ils travaillent et ils viennent dans d'autres territoires où ils n'ont pas d'intérêt économique. Nous n'avons pas le droit de travailler dans ces territoires-là pour ne pas mélanger les choses. Et nous prêtons main forte aux ABF, mais pas que, aussi aux collectivités, pour expliquer mieux la raison pour laquelle un pétitionnaire fait des demandes à l'ABF et expliquer les raisons pour lesquelles l'ABF a refusé un dossier. Donc c'est vraiment un travail de médiation et c'est un rôle très important. Alors il y a les ACE, donc, que nous sommes, les architectes conseils de l'État, mais il y a aussi les PCE, les paysagistes conseils de l'État. Et au même titre, malheureusement aujourd'hui, du côté culture, il n'y a pas de paysagiste conseil de l'État et il faudra en avoir. Ça a été évoqué par un ABF hier. Il faudrait en avoir pour surtout des questions au sujet des codes régis par le Code de l'environnement, des questions sur le paysage, l'implantation des éoliennes, par exemple, dans le paysage ou autre. Ils ont besoin des fois de cette expertise de paysagiste. Et donc, voilà, je souhaitais valoriser aussi, représenter ici et même vous suggérer de recevoir la présidente des architectes conseils de l'État, si vous avez encore l'occasion de voir d'autres personnes, pour mieux connaître cette fonction-là. Et à notre sens, même le ministère de la Culture en a conscience, il faudrait renforcer ce corps. Voilà. Comment souhaitez-vous qu'on procède par rapport aux questions? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne voudrais pas être en vrac. Il faut quand même être synthétique. Oui, bien sûr. Aller à l'essentiel, ce qui vous paraît important. Tout à fait. Peut-être pas dire point par point, mais regrouper, voilà, nous faire un petit résumé de ce que vous aviez fait comme réponse. De toute façon, si vous le permettez, vous nous ferez parvenir un questionnaire. Entendu. Et c'est comme si, après l'audition, il y a d'autres éléments que vous souhaitez porter à notre connaissance, vous pouvez à nouveau le faire, puisque nous conclurons vraiment la mission en septembre, même s'il y a une coupure cet été. Disons qu'il faut le faire d'ici mi-juin. Voilà. Merci. Alors, les architectes de bâtiments de France sont très, très clairement aujourd'hui les gardiens du temple. S'ils ne sont pas là, énormément d'intérêts particuliers, de favoritisme, d'intérêts économiques vont faire que les projets qui vont sortir, des projets architecturaux, ne vont pas être à la hauteur de l'espérance culturelle française. Voilà. Ça, il faut vraiment le dire, c'est primordial d'en prendre conscience. S'ils ne sont pas là, c'est un danger pour la qualité architecturale et patrimoniale française. Je sais qu'ici, nous sommes dans une commission qui est très bienveillante et vous êtes rattaché à la commission culture, vous en avez conscience, mais c'est très important de le répéter. Il faut savoir que ce sont des véritables alliés des architectes, que des architectes praticiens de l'autre côté, hein, on est tous des architectes, des véritables alliés face à ces intérêts particuliers économiques qui, des fois, mettent la pression à l'architecte praticien pour revoir sa copie, enlever des choses, utiliser des matériaux moins durables, opérer les choses différemment. Et c'est main dans la main et en dialogue, quand on peut dialoguer avec l'ABF, que nous arrivons à maintenir une qualité architecturale certaine de nos projets. Donc ça, c'est vraiment le socle, la base de nos relations. Après, il y a évidemment des points d'achoppement, mais ces points d'achoppement, il faut analyser, il faut regarder d'où viennent ces problèmes. Et les problèmes, très clairement, aujourd'hui, il s'avère que c'est une profession qui est en saturation administrative très claire. Nous avons entendu les chiffres lors des autres audiences, des 108% de dossiers, d'augmentation de dossiers et moins 10% d'effectifs dus aux vacances des postes. Et ça se ressent, ces chiffres-là, de notre côté, du côté des professionnels. Parce que quand on veut prendre rendez-vous avec un ABF, on sait qu'il est désireux, on sait qu'il le demande même de nous voir avant, mais ils ne peuvent pas toujours répondre à cette demande. Quand j'entends, et j'ai découvert à travers votre commission, les 13 dossiers traités par jour par les ABF, je ne vois pas comment ils peuvent répondre à cette demande. Voilà. Et déjà, ils sont assez vaillants de maintenir un nombre moyen assez régulier de réponses aux dossiers. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut qu'il ressorte vraiment essentiellement
de cette commission, vous l'avez compris, tout le monde le répète, c'est une problématique de recrutement. Il faut plus d'ABF, mais il faut aussi plus d'agents pour pouvoir traiter les dossiers pour eux. À mon sens, il faut plus effectivement d'architectes libéraux qui les aident sous forme d'AMO, de ACE, de PCE, donc architecte conseil d'État, paysagiste conseil d'État, et ceci en UDAP, c'est-à-dire à une échelle départementale, directement rattachée aux UDAP, et non pas qui descendent des DRAC au cas par cas. J'ai des ABF qui me disent j'ai l'impression de quémander de l'aide tellement que vous n'êtes pas nombreux et que j'ai besoin que vous interveniez. Donc, ce besoin de recrutement peut être aussi au niveau des services instructeurs qui peuvent pré-instruire certains dossiers. Et ça, c'est un véritable besoin. Mais il ne suffit pas d'embaucher des personnes en plus. Il faut que ces personnes soient au fait des sujets, soient formées, parce que c'est ça le problème, et aux questions de patrimoine. Et surtout qu'ils interviennent, ces pré-instructions peuvent de manière assez facile être faites dans tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire, dans le cadre des CRPA dont vous parliez, il y a un règlement. Donc, c'est assez facile de voir si un dossier coche des cases. Voilà. Donc, je pense, j'ai cru comprendre, j'ai pas pu écouter malheureusement l'audition de Versailles, mais je pense que dans des villes comme Versailles ou autres, il y a ce travail cette compétence au niveau des services instructeurs. En tout cas, nous avons compris, le ministère de la Culture n'a pas beaucoup de moyens, donc le recrutement est compliqué des ABF, mais alors dispatchons ce recrutement à plusieurs niveaux. Voilà. Et voilà, ça c'est un véritable besoin et c'est une solution, on ne peut pas y déroger. La question de l'attractivité du métier a été abordée. Ce métier est peu attractif parce que c'est un métier très exposé, pas forcément rémunéré au niveau de pression et d'exposition qu'il a. Moi, quand architecte conseil de l'État, je suis arrivée en DRAC Hauts-de-France, j'avais les mêmes a priori que mes confrères et consoeurs. Et franchement, j'ai découvert, ça c'était pas une surprise, des gens très compétents, très attachés à leur fonction, mais surtout des gens vraiment épuisés, au bord du burn-out. Et vraiment, j'en témoigne. C'est pas normal. C'est pas normal que des gens sur qui on se repose à ce point pour la qualité de notre patrimoine aujourd'hui soient aussi chargés et aussi malmenés finalement parce qu'ils sont cibles, ils contrarient énormément d'intérêts particuliers, économiques, etc., qui fait que ce sont des empêcheurs de tourner en rond pour certains, alors que ce sont des garants de qualité. Et ça, il faut vraiment, comme le disait effectivement M. François Hébert, ils sont au cœur de la politique patrimoniale de l'État et des garants de la qualité architecturale. Et ça, je le répète parce que c'est important. Après, il y a la question de la formation. La question de la formation, c'est la question qui se pose aujourd'hui à toutes les échelles de la construction, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'au constructeur. Et les ABF sont dans cette boucle-là et ils ont besoin d'être formés par rapport aux enjeux climatiques et environnementaux qu'aujourd'hui nous avons à traverser. Il y a un véritable changement de paradigme. Les architectes sont en train de se former activement, se mettent à changer de... Vous pouvez pas imaginer le bouleversement que ça représente, le changement de boîte à outils d'un architecte qui se repose sur des modes opératoires, des façons de faire qu'il a élaborées pendant des années en termes de conception, et qu'aujourd'hui, il faut qu'il revoie tout. Changer de matériaux, changer de manière d'assembler les matériaux ensemble, et changer l'endroit où il allait chercher ces matériaux pour être au plus près de son chantier. Et ce qui change, du coup, toutes ces données économiques pour chiffrer son projet, qui est en plus chamboulé par une guerre en Ukraine, etc., etc. Et donc, ces changements de paradigme-là,
et la réglementation qui arrive derrière, qui incite à utiliser des ENR, qui incite à les intégrer dans les bâtiments qu'on construit, etc. Ces changements de façon de faire et de réglementation et l'exigence des Français qui vont avec, qui, depuis le confinement, se sont rendus compte encore plus de l'absence de qualité ou ont augmenté leur exigence quant à leur cadre de vie, font que nous avons tous un effort de formation à faire et effectivement, peut-être que les ABF aussi ont besoin d'être formés sur les nouvelles règles, les nouvelles normes et ont besoin d'être accompagnés à défaut d'être formés parce qu'il faut qu'ils trouvent le temps aussi de se former. Et moi, quand je vois les chiffres, je ne vois pas quand est-ce qu'ils peuvent se former. Donc, c'est là où il faut aller peut-être chercher aussi des experts pour les aider. Donc ça, c'est un peu une réponse générale, mais il faut également former les médiateurs élus des CRPA. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi de notre expérience, parce que effectivement, le jugement d'un architecte des bâtiments de France est évalué au sein d'une commission régionale de patrimoine et d'architecture. Et cette évaluation doit être faite par des gens qui sont au même niveau d'information que l'ABF, mais aussi que l'architecte et l'opérateur qui sont en face, pour pouvoir juger de la pertinence du jugement de l'ABF. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est primordial et important à signaler. L'autre question qui a été beaucoup abordée ces jours-ci et qu'on adhère totalement à ça, mais qui nous paraît très laborieux aujourd'hui à mettre en place, ce sont les PDA. Donc, ce sont les périmètres délimités des abords, qui sont très pertinents parce que finalement, le cercle de 500 mètres autour d'un monument historique, il faut le dépasser. Les enjeux, encore plus aujourd'hui, à l'aune des enjeux environnementaux, de comment travailler l'urbanisme, le travail, même dans le cadre du ZAN, comment on peut être pertinent dans l'implantation de telle ou telle éolienne ou tel panneau solaire sur quoi, quel bâtiment. Pour ceci, il y a besoin de retravailler ce périmètre, effectivement. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a 45 000 monuments historiques et il n'y a que 3 000 PDA, j'entends la volonté de tous de vouloir développer cela, mais il faut simplifier la manière dont on le fait, parce que quand ça prend 5 ans à se mettre en place, c'est juste pas jouable. Et même pendant ce temps, l'ABF peut changer de fonction. Il faut recommencer dans ces... Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne idée de le massifier. Le ministère de la Culture travaille dessus, mais il faut les aider. Enfin, je ne sais pas. Moi, de mon niveau de professionnel, je peux que dire qu'on adhère. Maintenant, il faut voir comment ça peut se mettre en place. Je voudrais insister sur le fait que sur les missions de l'ABF, que vous avez entendu plusieurs fois, mais je le redis, ils contrôlent les zones protégées, mais pas que. Ils ont une fonction fondamentale qui est de promouvoir l'urbanisme et l'architecture de qualité. Et ce rôle de promotion, ils n'arrivent plus aujourd'hui à le faire correctement parce qu'ils ne sont pas assez en amont des sujets, ils ne sont pas à temps sur les décisions. Les programmes leur arrivent tardivement, les décisions sont déjà prises et ça ne peut créer que des frustrations. Ça, ce n'est pas normal. Et on revient toujours à la question du recrutement, que je ne répéterai pas ici, mais s'ils ne sont pas assez nombreux, ils n'ont pas assez nombre d'heures pour pouvoir travailler, ils vont s'occuper que des autorisations d'urbanisme tardivement et ils ne vont pas remplir leur mission de conseil qui leur tient beaucoup à cœur. Ils ont comme mission la conservation des MH, contrôle technique et scientifique de tous ces MH, et il vous a été beaucoup dit que effectivement, ils peuvent être aidés par des experts externes qui peuvent les aider à faire cette fonction-là pour peut-être s'atteler plus à des choses qui sont de l'ordre de jugement, de valeurs, d'action architecturale et patrimoniale. En tout cas, là-dessus, ils ont besoin d'aide. Bon, je vous dis ici un mot d'un confrère ABF que j'ai interrogé avant de venir ici, qui m'a dit finalement je souhaiterais préciser ce qu'on fait, c'est-à-dire comment on juge un dossier. C'est intéressant. Et il me dit je vais vérifier que mon confrère ou ma consoeur architecte a bien pris en compte la valeur de l'existant et des qualités urbaines et paysagères des avoisinants.
qu'est-ce qui fait sens et caractérise une architecture, un quartier, une ville, un paysage. Donc ça, c'est quelque chose, et il rajoute que l'ABF n'est pas un conservateur, il accompagne les projets et aide à les inscrire dans cette évolution, l'évolution qui est l'évolution de la ville dans le temps. Donc ça, c'est très important. Ça, je vous lis ceci pour vous dire que les ABF, ce sont finalement ces êtres humains qui font que la réglementation seule ne peut pas s'appliquer. On a besoin d'interprétation. Et cette interprétation, c'est un savoir-faire qu'a l'ABF et qui est là pour aider et composer. Et pour aider et composer, il a besoin de dialoguer avec ses confrères et ses consoeurs architectes qui arrivent avec leur dossier sur la table quand il y a un architecte. Et pour cela, il faut qu'il le voie le plus vite possible, bien en amont et pas au moment où le dossier est posé sur la table. Après, c'était très intéressant la remarque des ABF hier, comme quoi, finalement, il y a beaucoup de dossiers de demande de permis de construire ou autres de DP en France qui sont faits sans architecte. Et finalement, dans le périmètre des abords, le seul architecte qui finalement voit le dossier passer, c'est l'ABF. Donc à ce titre-là aussi, il est un garant de la qualité de ce qui va se construire. L'architecte est obligatoire pour tous les permis de construire et c'est une dérogation qu'on ne fasse pas appel à lui en dessous de 150 mètres carrés. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette dérogation, qui ne va pas dans le bon sens de la qualité non plus. Est-ce que vous souhaitez me poser quelques questions? Oui, je vous en prie. Je passe la parole au rapporteur. Merci beaucoup pour vos propos. Alors, peut-être si vous pouvez revenir sur le rôle que vous occupez, je vais architecte conseil de l'État auprès de la DRAC, en tout cas des Hauts-de-France. Peut-être si vous avez alors des exemples concrets ou comprendre à quel moment du processus on vous saisit et à partir de ce moment-là, comment vous agissez. Que je ne connais pas exactement moi, le contour de votre fonction. J'avais déjà entendu le terme, mais j'avoue que je connais mal. Ensuite, existe-t-il des départements, peut-être que cela existe déjà, où il y a des réunions régulières qui se font entre les ABF et les architectes, où on échange sur c'est quoi les matières, qu'est-ce qu'on autorise plus qu'avant, voilà, un échange régulier. Est-ce que ça existe? Est-ce que ce serait bien de systématiser? Troisièmement, je repense à l'entretien qu'on a eu hier avec les entreprises, où des entreprises ont la certification pour travailler sur des bâtiments classés, etc., ou alors acquérir des compétences pour travailler dans des zones classées. Bon. Parce que les propos que vous tenez sur l'ABF, malheureusement, tous les architectes ne les tiennent pas. Est-ce que vous pensez que pour évidemment pas pour changer les fenêtres, mais pour des porteurs de projets privés qui prennent des architectes dans des zones classées, pensez-vous, et peut-être que ça existe déjà, donc voilà, que les architectes aient une compétence particulière ou une certification particulière pour travailler? Parce qu'encore une fois, j'en ai croisé qui ont porté des projets, qui ont dit j'abandonne, je ne comprends pas, machin. Bon, donc, voilà, cette question. Et une quatrième, mais que j'aurais dû poser hier à l'ABF, je m'en veux, mais peut-être que vous saurez répondre. Comment définissez-vous la co-visibilité? J'aurais dû le poser hier, je m'en veux de ne pas l'avoir fait. Tant pis, ça tombe sur vous, je suis désolé. Voilà. Alors, la fonction d'ACE en DRAC, on fait appel à nous à plusieurs niveaux, comme je vous disais. Des fois en médiation, quand c'est trop tard et que le maire n'est pas content parce que l'ABF a dit non, a émis un avis défavorable et on nous demande d'aller faire la médiation avant que ça parte en CRPA. Donc là, on réunit tout le monde, on essaye de comprendre, on dialogue individuellement avec chaque partie et on essaye de décortiquer et savoir quelles sont les raisons de chacun pour penser que l'autre a tort. Et essayer, et c'est toujours la preuve par l'exemple, d'apporter des exemples, des cas qu'on connaît ou un exemple technique pour dire que contrairement à ce qu'un opérateur prétend parce que dans le temps imparti, il ne veut pas revoir sa copie, il y a des solutions techniques, contrairement à ce qu'il dit, ou bien expliquer à un ABF qui est sachant sur ces sujets patrimoniaux qu'il y a peut-être une pirouette technique pour répondre à son exigence, mais satisfaire la faisabilité du projet.
Donc ça, c'est à ce stade-là. Mais sinon, très souvent, et par la volonté des ABF, nous sommes demandés pour regarder un dossier au stade de permis, même avant projet. Quand un maire les appelle pour préalablement regarder un futur projet qui va arriver, ou un projet qui est assez avancé, mais dont le permis n'est pas encore déposé, donc au stade d'avant-projet, on accompagne l'ABF pour le lire parce qu'il a reçu le dossier, il a vu qu'il y a un problème, et il a besoin qu'un praticien l'accompagne pour argumenter ensemble le problème et essayer de dialoguer d'égal à égal avec le confrère qui est en face. Et voilà ce à quoi on sert. Concrètement, un exemple, nous avons eu le cas d'un cinéma qui devait se faire dans un centre-ville très patrimonial, classé, et un cinéma qui devait absolument se faire parce que Action Cœur de Ville, rénovons nos centres-villes, le maire très enthousiaste. Donc c'était très délicat de la part de l'ABF d'être contre, en plus, un bâtiment culturel. Mais l'opérateur, le porteur économique du projet, voulait avoir un volume de cinéma qui réponde à ces exigences économiques. Et du coup, sortait un volume énorme qui allait enlaidir tout ce centre historique. Et quelque part, c'était aussi profiter d'une situation où tout le monde est favorable pour qu'un cinéma se fasse en centre-ville. Avec des fois même des menaces comme quoi, si vous n'accédez pas à mes demandes et vous ne validez pas mon dossier, je m'en vais, je vais construire ailleurs. Donc, c'est à ces moments-là où on intervient aussi pour attirer l'attention sur le fait que les sous-sols existent. Ce sont aussi du foncier disponible. Et qu'ils disent « Ah non, mais là, il faut faire de l'archéologie. Dans ces sites très riches, on ne peut pas... » De faire la remarque technique que faire des pieux pour faire un cinéma demande préalablement des fouilles archéologiques. Donc, autant en profiter de ces fouilles, puisqu'on va y passer, pour regarder s'il n'y a pas moyen d'incruster un peu de volume dans le sol et rendre ce travail plus acceptable, tout en tenant en compte qu'il veut garder son volume de personnes qui vont aller dans sa salle. Donc, vous voyez, c'est des petites astuces de ce genre. Ou, de l'autre côté, l'ABF qui dit « Mais moi, j'ai une cour ici qui répond à la cour d'en face. Ce sont des vides urbains, il faut le respecter. » Très intéressant. Et de lui faire remarquer qu'effectivement, il y a un mur autour de ce rez-de-chaussée et que si, dans ce mur, on arrive à mettre un volume en rez-de-chaussée, ça ne va pas se sentir que ce vide a été rempli, puisque c'est au niveau de ce mur. Et donc, c'est peut-être une solution intermédiaire pour ajouter de la surface pour cet opérateur qui a besoin de plus de surface. Donc, ce sont des petites solutions. En fait, c'est pas que nous, on sait mieux et on rajoute des choses qu'on sait mieux à ce que les gens autour de la table font, mais c'est de la concertation. C'est plus il y a d'experts qui s'intéressent à des problématiques, plus on peut trouver des solutions, et voilà. Et ça, c'est vraiment le sujet de l'amont. Exactement. Et il y a beaucoup de collectivités, beaucoup de maires encore aujourd'hui. Ben, en fait, il est content. Il est content parce qu'on lui apporte de la surface en plus. Nous, on ne prend pas le crayon en lui disant comment le faire. On lui dit, bon, monsieur l'ABF est peut-être d'accord pour que vous fassiez plus de surface en rez-de-chaussée, mais faites-le derrière le mur, enfin, etc., etc. Et c'est en cours. C'est en cours. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, les architectes de bâtiments de France sont saisis pour un bâtiment. Et ils se rendent compte que ce bâtiment, à côté, par exemple, d'un Vauban, une fortification Vauban, porte atteinte à l'ensemble du centre-ville. Et ils se rendent compte qu'à côté, il y a un supermarché qui est aussi dans le projet qui va venir. Et il m'appelle, il me dit, moi j'y vais pour donner mon avis sur le bâtiment, mais ça serait bien que tu viennes avec ta parole libre, que tu fasses la remarque que ce supermarché qui va venir là, ça ne va pas aller non plus. Et c'est des astuces pour qu'on puisse être suffisamment tôt dans la réflexion. Voilà à quoi sert cette fonction. Et honnêtement, ça serait vraiment bien qu'il y en ait dans chaque UDAP.
voilà, je prêche pour ma paroisse, mais je n'ai rien à vendre. En plus, c'est une fonction qui est moins bien payée que les ABF, donc c'est pas forcément... voilà. On est rémunéré, nous avons 26 vacations par an. Donc, normalement, on doit intervenir 2 jours par mois, être à disposition. Et on est payé à tarif jour. Voilà. Donc, deuxième sujet des échanges. Oui, il y a des lieux d'échange. Notamment, je peux témoigner de ce qu'on a fait depuis qu'on est à l'Ordre. Et c'est vraiment un travail en Hauts-de-France. Nous avons mis en place la conseillère d'architecture, qui est la N+1 des architectes conseils, a organisé ceci pour animer le réseau, comme on dit dans notre jargon. Animer le réseau, ça veut dire d'inviter autour de la table pour partager ensemble la même culture architecturale entre l'Ordre des architectes, les architectes du terrain et l'ABF. Et ensemble, on montre des exemples de ce qui se fait ailleurs, notamment dans le cadre de l'insertion des panneaux photovoltaïques, de la rénovation ITE ou pas, est-ce qu'il faut de l'isolation par extérieur ou pas sur un bâtiment patrimonial, des exemples de ce qui est fait et bien fait. Et on partage ceci, et c'est un lieu de dialogue. Les architectes posent des questions aux ABF, mais ce n'est pas le lieu où ils viennent avec leur dossier. C'est le lieu où ils viennent avec... des questions, des interrogations générales sur un travail en commun, et c'est l'occasion de partager la même culture. Et nous avons mis en place des guides qu'on partage. Vous avez beaucoup entendu parler des guides ces jours-ci, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être faites. Au sein de la DRAC, nous avons travaillé effectivement de rassembler tout le travail qui a été fait au sein des CAIE, faire les fiches techniques au sein des DRAC, mettre de l'ordre un peu là-dedans, parce qu'il y en a dans tous les sens. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des guides qui sont en train de sortir, centralisés par le ministère de la Culture, pour effectivement donner un cadre. On est bien d'accord qu'on ne peut pas donner de doctrine, parce qu'il y a une interprétation sur mesure, évidemment, de l'ABF en fonction du site, mais par ces exemples, on peut enrichir voilà, ce travail. Une certification particulière pour les architectes? Alors, les architectes qui travaillent sur le patrimoine, il y a les architectes de patrimoine. Les architectes de patrimoine qui sont très sachants, il y en a beaucoup qui ont fait Chaillot, et effectivement, quand le dialogue se passe beaucoup mieux, d'ailleurs, quand ces architectes sont dans le groupement de l'architecte et de maîtrise d'œuvre qui est en charge du projet et qui vient faire le dialogue avec l'ABF. Donc oui, il faut un savoir-faire particulier pour travailler sur un projet patrimonial remarquable, et qui n'est pas forcément d'ailleurs l'ancienneté du bâtiment. Aujourd'hui, on a énormément de bâtiments 20e qu'il va falloir restaurer et qu'il va falloir avoir une connaissance. Sur le bâtiment classé, par exemple pour le cinéma. Est-ce que oui. l'architecte a porté le projet du cinéma une qualification particulière pour travailler en espace protégé ou pas? Il l'avait pas. Il ne l'avait pas, mais ça n'aurait pas manqué s'ils avaient consulté l'ABF avant. Parce que l'ABF, dans ses missions, il a cette mission de conseil. C'est vraiment un véritable travail itératif. Si on vient le voir suffisamment tôt, on va pouvoir avancer ensemble. Et lui, finalement, il participe à enrichir un projet. Il donne des astuces qu'un architecte lambda ne peut ne pas avoir. La covisibilité, je les laisserai répondre par écrit. Je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est beaucoup remis en cause avec les questions de périmètre délimité, où il y a d'autres choses à prendre en considération que la visibilité. Voilà. Et c'est beaucoup sujet à interprétation, donc je préfère que les ABF vous répondent. Si vous permettez. Merci. Est-ce que Sabine, tu as des questions? Juste une. En fait, vous évoquiez la complexité de la mise en place du PDA. Oui. Est-ce que vous avez des propositions à faire pour finalement simplifier cette mise en place? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, c'est vraiment de l'ordre administratif. Il va falloir
nous, à l'échelle de nous, les praticiens, on a du mal à faire des propositions de simplification. C'est vraiment... quand j'ai compris que c'est très long, surtout quand c'est en même temps qu'un PLU qui est en train d'évoluer. Le temps d'évolution d'un PLU étant, les PLUI aujourd'hui, c'est de 3 ans. Si on veut parallèlement en plus faire ces évolutions des périmètres, c'est très compliqué. J'ai cru comprendre que les concertations ça alourdit, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant, mais il faut voir à quel niveau on consulte, qui donne son avis, parce qu'il faut quand même être assez sachant pour déterminer ce périmètre. Donc si on commence à faire des concertations publiques, voilà, il faudrait qu'il y ait peut-être des commissions avec des experts qu'on rend plus disponibles, que ce ne soient pas des experts qu'on réunit rarement, et que, en les concertant, la mission de concertation soit faite, quoi, qui représente... il faut une expertise pour donner son avis là-dessus. Voilà. Parce qu'en fait, quelqu'un a évoqué peut-être le fait de ne pas faire l'enquête publique. Oui, mais je réagis à cela. Oui. Je ne voudrais pas m'avancer de trop, mais je ne vois pas en quoi une enquête publique peut aider à délimiter quand même. C'est une question très pointue. Donc, en quoi un public peut aider à déterminer ce contour? Peut-être que ça m'échappe. Je ne suis vraiment pas experte. Je n'ai pas assisté à ces enquêtes-là. Mais aujourd'hui, ça me paraît indispensable que ce soit une commission d'experts qui donne son avis pour délimiter et pas... si vous demandez l'avis de la population, encore une fois, c'est les intérêts particuliers qui vont venir finalement... J'aime pas l'expression, mais ça peut parasiter même la réflexion, puisque ça va empêcher d'avoir une réflexion scientifique, enfin, construite. Voilà. Donc oui, c'est peut-être une solution. Pour l'attractivité, je n'ai pas parlé de l'attractivité. Pour l'attractivité, si j'en ai un peu parlé, qu'il faut mieux rémunérer, etc., évidemment, mais c'est surtout aussi, je pense que c'est intéressant que les stages de fin d'études des étudiants en architecture, qui en aient plus pour faire leur HMO, leur habilitation à la maîtrise d'œuvre, qu'ils le fassent au sein des UDAP. Ça peut créer des vocations ou pas, hein, parce que dans les conditions actuelles, ils peuvent aussi partir en courant quand ils vont voir comment ils sont chargés. Mais quand même, c'est intéressant. Il faudrait que les UDAP s'ouvrent plus pour ces stages, que les élèves architectes puissent y aller, qu'ils soient mieux formés aux questions de patrimoine au sein des écoles d'architecture. Je pense que tout ça, c'est en bonne voie. Hein. Également que les ABF aillent dans les écoles d'architecture, qui participent aux travaux des diplômes, qui soient dans les jurys. Ils y vont aujourd'hui, mais pas assez. Mais encore une fois, pour pouvoir faire ça, il faut qu'ils disposent d'un temps un peu plus. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, ça c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Est-ce que... Oui, je vous ai dit que pour la formation, ça serait bien qu'ils soient au fait de l'évolution des normes comme tout un chacun. La question de la cartographie a été évoquée aussi pour les PDA. C'est intéressant à l'échelle d'une commune qu'un ABF ne donne pas son avis que sur le périmètre en disant oui, non, on peut mettre les panneaux photovoltaïques là, et de dire non, on ne devrait pas le mettre là. D'abord, il faut qu'il motive toujours son avis. Ça, c'est très important. Ce n'est pas un avis subjectif, il faut qu'il le motive. Et qu'une fois qu'il l'a motivé, qu'il puisse avoir la possibilité de dire « mais j'ai une proposition, si on le mettait en dehors du périmètre à tel endroit parce que j'ai une compétence de lecture urbaine à l'échelle de ce territoire, surtout dans le territoire rural où on manque vraiment de l'ingénierie, qu'il puisse donner conseil de dire où est-ce que vous pourriez le faire et que ça portera moins atteinte à la qualité architecturale patrimoniale de votre commune. Et à ce titre, je rajouterai que nous, l'Ordre des architectes, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle un maire, un architecte,
pour que les maires, surtout des communes rurales, puissent s'appuyer aussi, en plus de tout le dispositif qui existe, les CAE qui devraient être encore plus étendus partout en France, qui puissent s'appuyer aussi sur les professionnels, attirer l'attention sur le fait que ces professionnels architectes ne sont pas que des maîtres d'œuvre qui arrivent en fin de parcours, mais qui peuvent donner des conseils de programmation, et qui peuvent faire des plans guides. Nous avons mis des formations en place pour que les architectes soient à niveau. Ils ont eu cette formation initiale à l'école d'architecture, mais qui puissent parfaire cette formation par la suite, ceux qui désirent faire ce travail de conseil. Et donc, ne pas oublier de s'appuyer pour ces maires-là sur tout ce corps qui se met à disposition pour élaborer ces plans guides. Quand vous venez de dire, là, il faudrait qu'il y ait une cartographie, donc elle n'existe pas, c'est une recommandation, au fond, que vous nous faites. Oui. Que ça se met, parce qu'eux, on sollicite leur avis sur le PDA, enfin, tout ce qui peut être co-visible ou ce qui peut avoir lieu comme travaux à l'intérieur, mais donc on ne les sollicite pas pour l'extérieur. Et vous aimeriez que, du moment qu'il y a un PDA, oui, leur avis soit demandé, en particulier sur les installations photovoltaïques, oui. Que ça soit... Oui. Oui, ce qui est même... des fois, c'est frustrant pour eux de ne pas pouvoir donner cet avis parce qu'on, comme je vous disais, on leur pose la question sur un bâtiment et pas celui qui est 200 mètres plus loin. Et ils voient bien qu'il y a un problème, et ils voient bien qu'il y a des améliorations, des conseils à donner. Donc, il faut... Ce PDA, ça sert beaucoup à ça aussi. C'est très intéressant. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de guides qui existent de plus en plus et qui sont mis en place. Oui. Il y en a eu une instruction sur l'installation des panneaux photovoltaïques qui a été publiée par le ministère de la Culture le 9 décembre 2022. Est-ce que vous avez déjà été en lien avec ça? Est-ce que vous avez un petit bilan à nous adresser? Est-ce que vous pensez que ce manuel, enfin vous avez l'air de dire que oui, pourrait être généralisé? Est-ce qu'il existe des choses comme ça à généraliser, par exemple en matière de covisibilité, où vous avez l'air de dire que c'est compliqué la covisibilité? Ou il y a d'autres sujets où ça peut être intéressant d'avoir des guides? La covisibilité, comme l'installation, donc ce type d'installation de panneaux ou d'éoliennes ou autres, c'est compliqué parce que c'est du sur-mesure. Le travail, c'est un travail par rapport à un site. Il faut un jugement par rapport à un site. Donc, il faut apprécier l'ensemble de ce site. La question, c'est pas seulement la question de la covisibilité. Est-ce qu'on voit un bout de clocher parce qu'on met l'éolienne là? Mais c'est de savoir est-ce que c'est pertinent de mettre l'éolienne à cet endroit-là, à l'échelle de la commune, de l'urbanisme de cette commune. Donc, ça c'est très important. Donc, c'est en ça que la covisibilité est compliquée. Et que pour moi, ça devient des guerres où on dit c'est visible, c'est pas visible, donc tu n'as pas à donner ton avis. C'est pas ça la question. Il faut profiter de l'expertise d'un ABF qui est sachant et qui peut vous dire si c'est pertinent ou pas de mettre cette éolienne à cet endroit. Et de l'autre côté, l'ABF doit être constructif et ne pas juste lui dire non, ne vous le mettez pas, c'est pas bien. De donner des alternatives et de dire à l'échelle de votre commune, j'ai étudié, c'est vallonné comme ci, le paysage est fait ainsi. C'est là où il a besoin aussi des conseils d'un paysagiste, conseil d'État, qui peut apporter son expertise sur la lecture du paysage et de dire ça serait peut-être pertinent de regarder à tel endroit le mettre. Donc de dézoomer un peu, de ne pas être toujours... d'un côté, on se plaint des normes et des règles, et de l'autre côté, on veut l'application stricte des règles homogénéisées. Et c'est ma réponse par rapport au guide. Le guide est très intéressant. Le guide, ce sont des exemples. Les exemples, c'est toujours intéressant de voir comment on a fait ailleurs. Mais cet exemple, il faut absolument après voir si c'est applicable sur mesure. Et c'est la raison pour laquelle je réponds à une autre question qui a été posée. L'échelle territoriale des ABF, c'est très pertinent pour ça, parce que ce qui est prescrit en Hauts-de-France, c'est pas la même chose en PACA ou en Nouvelle-Aquitaine. C'est pas les mêmes types architecturaux, les mêmes patrimoines. Donc effectivement, il faut absolument être territorialisé. L'échelle départementale est assez intéressante. Et il faut effectivement qu'il soit rattaché au DRAC parce que c'est l'occasion aussi, à l'échelle régionale, qu'ils se concertent. Cette concertation entre ABF à l'échelle régionale est très importante aussi. Le fait de les avoir rattachés au DRAC, c'est intéressant pour ça. Et vous avez parlé de cartographie, mais sur les PDA, enfin à l'intérieur, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des recommandations sur le type de matériaux qui soient faits? Si, bien sûr.
Ça ne se fait pas. Aujourd'hui, c'est des guides qui sortent D'accord. dans les DRAC, justement, sur les types de matériaux. J'ai trouvé ça intéressant hier, l'intervention d'Emmanuel Didier qui a dit le patrimoine n'est pas renouvelable. Ce n'est pas un matériau renouvelable. Et en fait, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ce sont le patrimoine de demain. Donc, il faut faire très attention à l'application des matériaux qu'on utilise. Très souvent, les opérateurs économiques, promoteurs ou autres, ne comprennent pas pourquoi il faut mettre de la pierre plus que de l'isolation par extérieur. Enfin, ils comprennent très bien, mais ça va coûter beaucoup plus cher à construire. Mais il faut comprendre qu'après, ce bâtiment, s'il n'est pas entretenu, s'il n'est pas entretenable, va devenir très vite les ruines dans 5 ans, alors qu'on est en train de faire ce patrimoine. Donc, il faut qu'on ait des recommandations sur les matériaux. Je reviens sur l'éolien, mais ce n'est pas directement lié à la mission, mais c'est par curiosité personnelle. Donc la région d'Hauts-de-France, c'est celle où il y a le plus d'éolien, avec 2 départements très en avance, ou très comme on veut, la Somme et l'Aisne. Mais dans le déploiement éolien, ma question n'est pas naïve, parce que je ne sais pas, quel était le rôle des ABF? Est-ce qu'on les sollicitait? Quel était le type d'avis qu'ils donnaient? Ou est-ce qu'ils étaient autour d'une table où il y avait 30 personnes pour comprendre? Non, ils est-ce qu'ils ont donnent été des sollicités avis. ou pas? Ils sont sollicités quand c'est dans le périmètre. Mais Ah oui, mais dans le périmètre, c'est quasiment impossible. Et ils sont sollicités, oui, et ils donnent des avis. éoliennes à moins de 500 des fois, on nous demande même de donner des avis pour les aider. Oui, et aujourd'hui, effectivement, en Hauts-de-France, c'est un problème parce qu'il y a un problème de saturation réel du paysage. En plus, les Hauts-de-France qui sont très, très riches niveau patrimonial, quoi. Non, mais je me dis que pour le coup, un avis conforme, même hors du périmètre, a été beaucoup plus... oui, aurait été intéressant. Absolument. C'est là où il y a beaucoup de discussions aussi, où ils aimeraient que, au sein des services DDT ou autres, qu'il y ait des spécialistes en architecture patrimoniale pour pouvoir donner des avis un peu plus aguerris sur la composition du paysage et de l'architecture quant à l'implantation de ces éoliennes. Et une bêtise qui a été rectifiée par la suite, mais qui a fait beaucoup de dégâts, c'est qu'on demandait à ce que quand les éoliennes étaient érigées, quand ils sont obsolètes, on demandait à ce qu'on enlève que la partie sortante. Et tous ces massifs de béton qui restent dans le sol, c'est vraiment une catastrophe écologique en termes de ZAN, en termes de foncier disponible. Mettons de côté le terme ZAN. En termes de foncier disponible, nous avons mis partout. Et les nouvelles générations qui sont plus hautes ne peuvent pas venir se greffer sur ces massifs-là. Il faut faire un massif un peu plus loin. Donc, de miter nos territoires. Donc je pense que la question de l'éolienne en mer, c'est une solution quand même très intéressante, mais il ne faut pas que de l'autre côté, on mite aussi nos océans, mais ça, il faut le faire bien. Mais en tout cas, ça serait bien qu'on partage un peu plus dans le territoire ces sujets-là, mais j'imagine qu'il y a des problèmes de vent et c'est aussi qu'ils sont forts en ressources vent aussi, certainement. Alors, merci infiniment. Je vous en prie. Par ailleurs, vraiment, si vous avez d'autres choses que vous souhaitez porter à notre connaissance, vous ne vous gênez pas. Et on vous remercie d'avoir aussi répondu par écrit au questionnaire qu'on veut bien. Entendu. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci.